Tout a commencé par le pari fou d'un adolescent, et contre toute attente, s'est transformé en un monstre d'orpaillage, un titan de richesse géologique brute et débridée. La mine d'Alaska de Parker Schnabel, qui témoigne d'un courage et d'une ambition sans faille, a toujours été productive et a toujours produit d'impressionnantes quantités de minerais. Cependant, sa dernière découverte, un murmure qui s'est transformé en grondement provenant des profondeurs de la Terre, se situe à un tout autre niveau. Elle dépassait la simple productivité. Elle était monumentale, à la limite du mythique. Le vieil adage des prospecteurs, transmis de génération en génération par des mains salies et des visages burinés par le soleil, se vérifie un bon terrain fait que tout le reste n'est qu'un détail mineur. Si le sol est bon, je l'exploiterai. Parker a vécu selon ce credo, son instinct s'étant affiné au fil d'années de quêtes incessantes. Après une confirmation exhaustive, presque obsessionnelle, de l'ampleur monumentale de cette découverte sans précédent, après que les foreuses ont mordu en profondeur et que la bâtée a révélé ses secrets étincelants, il a pris une décision qui a provoqué une onde de choc dans toute l'entreprise. Une décision si inattendue qu'elle était à la limite de la radicalité. Tout fermer. J'ai vraiment l'impression que nous devrions fermer l'usine. Cette déclaration audacieuse prononcée avec une intensité tranquille qui démentait son immense gravité a déclenché une tempête de spéculations, un tourbillon de chuchotements et de théories qui a balayé la communauté minière très unie et souvent bavarde. Au fur et à mesure que les implications de son secret se révélaient, la valeur estimée du trésor qu'il cachait si délibérément montait en flèche, approchant rapidement la somme astronomique de 80 millions de dollars. La tension déjà palpable s'épaissit jusqu'à devenir suffocante, le pari fou d'un adolescent. Dès son entrée dans le monde impitoyable des mines d'or de l'Alaska, Parker Schnabel a prouvé qu'il était très sérieux et qu'il fallait compter avec lui. Il ne se contentait pas de profiter de la formidable réputation du nom de sa famille, un héritage façonné par des décennies de travail éreintant et d'affaires astucieuses. Non, Parker était différent. Il ne s'est pas contenté d'hériter d'un rêve. Il a mis en jeu son propre argent durement gagné, son propre avenir. Il a investi 100 000 $ de sa poche, une somme rondelette pour n'importe qui, et encore moins pour un jeune homme, pour louer une toute nouvelle parcelle de terre, un pari que beaucoup considéraient comme téméraire. Vous avez acheté Gold Run, 3 miles de Gold Run qui mordent jusqu'à notre propriété, et 1 mile de terrain sur Sulphur. Vous avez acheté seulement la terre, ou vous avez racheté toute la société. Toute la société. L'audace de cette démarche est à couper le souffle. Le prix d'achat, un montant impressionnant de 2,5 millions de dollars, était considérable. D'un point de vue financier, cela nous met un peu dans l'embarras, mais j'ai accepté la dette. On peut toujours faire faillite. Je sais, Mitch. Il ne s'agissait pas d'un simple investissement occasionnel, mais d'une créance sur laquelle il misait littéralement tout son avenir d'un pilier fondamental pour un empire qu'il envisageait. Les gens, surtout ceux qui n'ont vu que les paillettes et le glamour de la télévision, ont souvent oublié le poids écrasant qui pesait sur ses jeunes épaules, l'immense pression qui aurait pu faire plier un homme plus modeste. Il ne cherchait pas seulement à remplacer son légendaire grand-père, tâche déjà formidable en soi, ni à dénicher quelques pépites égarées pour gagner correctement sa vie. Parker visait un total d'or colossal et sans précédent dans l'un des districts miniers les plus célèbres, les plus compétitifs et les plus impitoyables de la planète. Pour arracher ce rêve audacieux à l'emprise de la terre gelée et le transformer en une réalité tangible et scintillante, il possédait une conviction inébranlable. Il devait être manifestement plus intelligent sans équivoque, plus rapide et infiniment plus résistant que chacun de ses concurrents chevronnés. Cette conviction alimentait chacune de ses décisions, le poussant à aller de l'avant avec un zèle presque fanatique. Le jeune prodige a pris une décision stratégique audacieuse qui a laissé perplexes de nombreux mineurs chevronnés des hommes dont le visage était marqué par la sagesse d'innombrables saisons et dont les mains
était calleuse après des années de labeur. Ce choix allait non seulement définir toute sa saison, mais aussi remodeler le tissu même de son entreprise. Il décide à l'encontre de toute sagesse conventionnelle de diviser sa fidèle équipe. Il ne s'agissait pas d'une équipe ordinaire. La plupart d'entre eux étaient des greenhorns, des nouveaux venus, relativement peu initiés aux défis uniques et brutaux et à l'attrait souvent trompeur de la nature sauvage de l'Alaska. Il les a divisés en deux équipes totalement distinctes et indépendantes. Cette manœuvre audacieuse, presque téméraire, allait fondamentalement changer la donne, obligeant son opération naissante à mener une guerre exténuante sur deux fronts distincts et tout aussi difficiles. L'une des équipes, les yeux rivés sur l'horizon, se lancerait dans une périlleuse chasse à l'avenir, explorant et préparant inlassablement la prochaine grande frappe. Pendant ce temps, l'autre équipe, accablée par la menace immédiate et existentielle de dépenses croissantes, se battait désespérément pour payer le présent fouillant la terre, jour après jour, dans une quête incessante de rendements immédiats. Tout son avenir, l'héritage même de sa famille, les décennies de dur labeur et de sacrifices qui ont bâti leur nom, reposent désormais sur ce pari unique et audacieux. Mais même Parker, avec toute sa clairvoyance et son ambition, n'aurait pas pu prédire la course contre la nature, qui allait commencer, une course où le temps serait l'adversaire le plus impitoyable. Nous avons fait un certain nombre de cuves dans ces résidus de dérive. J'ai donc pensé qu'au début nous pourrions commencer à les transporter jusqu'au chantier, et quand l'usine arrivera, nous aurons un stock de paille prêt à partir. Une fois son équipe divisée en deux, une séparation tactique qui a provoqué des vagues d'anxiété et d'anticipation dans les rangs, la grande expérience de Parker en Alaska est passée à la vitesse supérieure, transformant le vaste paysage sauvage en un champ de bataille tentaculaire à deux fronts. Les deux équipes qui opèrent désormais dans des mondes différents sont confrontées à des pressions tout à fait différentes, chacune portant un fardeau de responsabilité unique. Le premier groupe destiné à un voyage dans l'inconnu a été surnommé à juste titre Wolf Cut Crew. Leur mission est une pure exploration, une préparation minutieuse et exténuante à la prospérité future. Ils sont envoyés dans une partie nouvelle et intacte de la concession tentaculaire, un morceau de terre vierge immaculé et non terni, qui n'a jamais senti auparavant le raclement mordant de la pelle d'un mineur. Leur existence quotidienne s'est rapidement transformée en une guerre lente, grinçante, presque existentielle contre la terre elle-même, une lutte incessante pour chaque centimètre de progrès. Jour après jour, sous le vaste ciel indifférent de l'Alaska, des excavatrices géantes, avec leurs puissants bras hydrauliques et leurs griffes aiguisées comme des lames de rasoir, ont déchiré sans relâche la couche arable tenace, arrachant des couches de terre anciennes. Simultanément, d'énormes bulldozers, tels des bêtes préhistoriques, ont écarté des montagnes de terre et de gravier gelé, remodelant le paysage. Ce que beaucoup de gens observant de loin n'ont souvent pas compris, c'est la monotonie écrasante de ce travail. Ce n'était pas l'image héroïque et dramatique de la ruée vers l'or que l'on décrit souvent. C'était une bataille fastidieuse et pénible contre l'inertie géologique. Ils ne trouvaient pas une seule paillette d'or, pas un seul éclat de jaune, pour rompre le brin infini de la terre. Nous sommes dans une situation où il y a un travail terminal et des attentes irréalistes de la part d'un patron qui aime avoir des attentes irréalistes. Leur tâche peu enviable consistait à gratter sur une distance intimidante de 30 pieds verticaux, en épluchant méticuleusement les couches de boue gelées de sédiments anciens compactés, juste pour exposer la couche de terre payante, convoitée au faible et souvent fugace soleil de l'Arctique. Dans l'impitoyable Yukon, vous êtes enfermés dans une course constante et brutale contre le temps et la température, une bataille où les éléments ont toutes les cartes en main. Si le sol n'est pas dégelé adouci par la douce persuasion du soleil, vous ne pouvez tout simplement pas le passer dans l'installation de lavage, et sans cela, vous ne pouvez pas extraire l'or qui s'y trouve caché.
L'humeur de l'équipe de Wolfcut était un mélange tendu et volatile d'espoir désespéré et d'anxiété croissante presque insupportable. Chaque jour où ils déplaçaient des tonnes de terre sans trouver de couleur, la lueur révélatrice de l'or, était un jour de plus où l'opération perdait des milliers de dollars en carburant précieux, en salaires vitaux, en énergie vitale pour l'entreprise. Les enjeux étaient astronomiques et chaque pelletée de terre ressemblait à une prière. Pendant ce temps, de l'autre côté de la vaste concession, à des kilomètres du labeur silencieux et attendu de Wolfcut, l'équipe de Driftcut ressentait une chaleur totalement différente, plus immédiate. Dirigé par le contremaître de confiance de Parker, l'expérimenté et imperturbable Mitch N. Tyson, leur travail était l'exact opposé du pari à long terme du Wolfcut. Ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'attendre patiemment que le sol dégèle. Le temps était un luxe qu'ils ne possédaient tout simplement pas. Ils devaient trouver de l'or, et ils devaient le trouver maintenant, avec une urgence qui frisait le désespoir, pour que les lumières restent allumées, pour que les machines tournent, pour que l'ensemble de l'opération ne s'arrête pas. Ils ont méticuleusement passé au peigne fin chaque centimètre carré de la zone qu'ils avaient désignée comme des enquêteurs de la police scientifique, examinant des preuves passant constamment au crible d'innombrables échantillons de terre, les yeux tendus presque douloureux à la recherche de cette lueur jaune révélatrice, de cette promesse de fortune fugace. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle pergélisol, car il est gelé en permanence. Son nom même témoigne de son refus obstiné de céder. Je veux dire que ça nous aiderait beaucoup s'il faisait 35 degrés pendant au moins 4 heures. Nous avons besoin d'un peu de chaleur. J'essaie de suivre le rythme du décapage et de l'éclusage en même temps. Le problème, c'est que nous utilisons une grande partie de notre main-d'œuvre en ce moment pour essayer de nourrir l'usine. C'est un paradoxe étrange, presque cruel, que celui de l'extraction de l'or. On peut se trouver à quelques mètres, à quelques pas d'une fortune qui changera sa vie et être complètement, totalement inconscient de sa présence, de son attente silencieuse. Il creusait un trou d'essai rempli de l'optimisme débordant qui accompagne toute nouvelle perspective et ne trouvait rien d'autre qu'une terre stérile, une cruelle déception. Puis, avec un soupir de résignation, il déplaçait l'énorme excavatrice d'à peine 3 mètres vers la gauche. Un ajustement apparemment insignifiant. Et soudain, miraculeusement, il trouvait une poche riche, une veine de richesse concentrée. C'était un jeu de cache-cache géologique stressant aux enjeux élevés. Un test incessant de patience, d'intuition et de chance pure. Alors que les semaines se transformaient inexorablement en mois, chaque jour qui passait alourdissant le fardeau financier, la pression montait, resserrant son emprise sur l'ensemble de l'équipe. Chaque dollar dépensé, chaque gallon de carburant consommé. La question devenait plus forte, résonnant dans l'esprit de chaque homme. Parker était-il un génie, un visionnaire, dont les paris audacieux allaient remodeler leur vie, ou simplement un idiot, un adolescent effronté qui avait tout misé les espoirs et les rêves de toute une équipe sur une terre vide et improductive? La réponse à la fois exaltante et terrifiante était enfouie à 30 pieds sous la glace dormante et silencieuse, attendant d'être déterrée, et elle était sur le point de changer absolument tout. La tension qui régnait sur l'ensemble de l'opération avait atteint un point de rupture, un fil tendu bourdonnant de craintes inexprimées et d'espoirs désespérés. Parker lui-même n'était qu'un flou de mouvements constants, un homme animé d'une énergie presque maniaque, son camion étant un spectacle familier. Alors qu'il roulait sans cesse entre les deux sites disparates, une force omniprésente, vérifiant les progrès ou l'absence de progrès de ses équipes divisées. Il gérait méticuleusement, presque de manière obsessionnelle, les coûts astronomiques du carburant, le cycle sans fin de l'entretien du matériel, et la demande constante de salaire, une bête monstrueuse qui nécessitait une alimentation constante. Le stress d'un adolescent à peine sorti de l'adolescence à la tête d'une entreprise de plusieurs millions de dollars en équilibre précaire au bord du précipice d'une réussite spectaculaire ou d'un échec catastrophique était immense, un fardeau qui aurait écrasé la plupart des adultes.
Cette usine pour femmes a une largeur de passage beaucoup plus importante et c'est ce qui devrait augmenter notre métrage et nous aider à passer à travers tous les salaires ici à Dominion et le puits d'argent que nous devons faire. C'est un peu un pari de choisir quelque chose qui n'a pas été testé en fin de saison, mais nous jetterons les dés. C'est un fait souvent négligé ou délibérément occulté dans les grands moments dramatiques de l'émission télévisée. Il n'était plus un simple mineur, un homme avec une pelle et une casserole. Il était devenu par nécessité et par pure force de volonté le PDG d'une entreprise complexe, avide de liquidité, un écosystème délicat de machines lourdes d'ambition humaine et d'incertitude géologique, le tout vacillant au bord d'un précipice. Puis alors qu'il semblait que ce pari audacieux risquait d'échouer de façon spectaculaire, alors que les derniers vestiges d'espoir menaçaient de vaciller et de mourir, la percée s'est produite. Il ne s'agissait pas seulement d'un filet de bonnes nouvelles d'une faible lueur de promesses. Il s'agissait d'une inondation soudaine, d'un succès écrasant et indéniable. Après ce qui a semblé être une éternité de creusement sans relâche, de déplacement de montagnes de terre stériles et inflexibles, l'équipe de Wolf-Cut, le moral usé mais pas brisé, a finalement atteint la couche dont elle rêvait. Une couche dont on parlait dans les légendes et pour laquelle on priait en désespoir de cause. La terre payante, enfin exposée à la lumière, dépassait leurs attentes. Les plus folles, elle était riche, elle était épaisse, elle était tout ce qu'ils avaient méticuleusement préparé, tout ce qu'ils avaient osé espérer. Lorsqu'ils ont fait fonctionner leur toute première écluse de test, un moment rempli d'anticipation et d'excitation nerveuse, les tapis de la boîte à écluses n'ont pas seulement montré quelques taches. Ils se sont illuminés, s'embrassant d'un épais tapis d'or, scintillant un spectacle à couper le souffle, qui a provoqué des acclamations et des larmes au sein de l'équipe fatiguée. Le sol gelé qui avait été leur plus grand ennemi le plus tenace, l'adversaire implacable qui avait volé leur sommeil et mis à l'épreuve leur détermination, a finalement livré son trésor caché, produisant une fortune qui dépasse l'entendement immédiat. La foi inébranlable de Parker dans son plan à long terme, méticuleusement élaboré, sa foi inébranlable dans sa propre vision, ont finalement été récompensés de manière glorieuse et sans équivoque, justifiant chaque once de sueur et chaque moment de doute. Mais par un coup du sort qui rend l'histoire encore plus folle, encore plus incroyable, juste au moment où le tonnerre d'applaudissements éclate au Wolf-Cut, leurs échos joyeux se propageant à travers la vaste étendue du Klondike, l'équipe du Drift-Cut, comme sur un signe invisible et synchronisé, trouve elle aussi de l'or. Presque au même moment, dans une synchronisation étrange, leur recherche patiente et méthodique, leur travail infatigable de recherche et de creusage ont porté leurs fruits de manière spectaculaire. C'est agréable d'être enfin sur un terrain, de trouver de l'or et d'avoir une bonne équipe. Il y a eu beaucoup d'efforts et c'est vraiment cool de voir que ça marche. Ils ont mis au jour un gisement suffisamment important, suffisamment riche pour financer l'ensemble de l'opération, pour faire tourner les énormes moteurs dans un avenir prévisible et pour dissiper les angoisses financières immédiates qui les avaient assaillis. La prise de conscience profonde a frappé tout le monde en même temps, un éclair de compréhension, soudain et aveuglant, la stratégie insensée et apparemment téméraire de Parker, de diviser ses forces, de mener la guerre sur deux fronts, avait non seulement fonctionné, mais avait réussi au-delà des rêves les plus fous. Tout cela a soudain brillamment pris un sens parfait. Une équipe, le Wolf-Cut, avait méticuleusement assuré l'avenir à long terme de l'exploitation, jetant les bases d'une richesse générationnelle et d'une prospérité durable. Pendant ce temps, l'autre équipe, la Drift-Cut, avait héroïquement payé pour le présent, en maintenant les lumières allumées, le carburant et les salaires, assurant ainsi la survie et la vitalité immédiate de l'entreprise. La nouvelle de son double succès a fait l'effet d'une traînée de poudre dans la communauté minière très soudée et compétitive, portée par le vent de la rumeur et du respect. Tout le monde, des vétérans aux nouveaux venus, a commencé à réaliser, avec une admiration nouvelle
et à contre-cœur que Parker Schnabel n'était plus seulement un enfant vivant de son nom de famille, un heureux héritier d'un héritage. Il était une véritable force de la nature dans le monde de l'extraction de l'or, un véritable prodige dont la vision audacieuse et la détermination inébranlable venaient de donner tort à tous les sceptiques sans équivoque. Mais pour transformer une découverte monumentale en argent liquide en richesse tangible, il faut plus que de la chance géologique. Il faut des machines puissantes et fiables, et l'équipement méticuleusement entretenu de Parker est sur le point de devenir son nouvel ennemi le plus redoutable, la bête en panne. L'or coulant désormais non plus au compte-gouttes, mais en un torrent régulier et puissant, l'exploitation passa à la vitesse supérieure, s'accélérant dans une phase de production effrénée et aux enjeux considérables. Parker, prospecteur chevronné, dont l'instinct a été aiguisé par des années d'expérience durement acquises, se concentre sur le gisement massif dont il est persuadé du plus profond de son être, qu'il pourrait rendre tous les membres de sa fidèle équipe incroyablement riches et assurer leur avenir pour les décennies à venir. Pourtant, dans le monde cruel et imprévisible de l'extraction de l'or, un monde régi par les caprices de la géologie et les lois impitoyables de la physique, dès que vous avez surmonté un défi apparemment insurmontable, un autre souvent plus redoutable et insidieux surgit invariablement pour prendre sa place, mettant à nouveau votre détermination à l'épreuve. La vérité choquante et dérangeante, qui commençait à faire surface menaçant de faire dérailler leur succès durement acquis, était que l'usine d'or primaire de Parker, le cœur même de son exploitation, était à bout de souffle gémissant sous l'immense pression. Il avait été contraint par pure nécessité et par l'implacable marche du temps d'utiliser une machine louée, une mesure temporaire pour maintenir le mouvement de la terre vitale, pour assurer le flux continu de la terre payante. Cette année est très importante, c'est une grande année pour le sluicing plus que jamais. Il s'agit maintenant de faire tourner les usines et de permettre à l'équipe de décapage de garder une longueur d'avance sur elle. Mais son nouveau chef d'équipe, un certain Mark, avait une aversion viscérale pour le matériel de location, préférant la fiabilité et la familiarité de ses propres machines. Pour ne rien arranger, le meilleur mécanicien et contremaître expérimenté de Parker Mitch, dont les talents de mécanicien étaient légendaires, était inopinément absent du site, laissant l'équipe à court de personnel au moment le plus critique et le plus vulnérable. Tous leurs plans, leurs courses désespérées contre l'hiver imminent, reposaient sur l'assemblage et le fonctionnement aussi vite que possible de leur propre station de lavage sur mesure, une imposante et massive machine rouge, affectueusement, mais révérencieusement appelée Big Red. Il ne s'agissait pas seulement d'une tâche, mais d'une entreprise monumentale, d'un cauchemar logistique aux proportions épiques. L'équipe a dû déplacer minutieusement la gigantesque machine dans une séquence qui a fait froid dans le dos centimètre par centimètre, un balai de force brute et de précision délicate. Ils ont utilisé de lourdes chaînes et l'immense puissance des excavateurs pour manœuvrer avec soin et minutie un gigantesque tube métallique, le convoyeur de résidus critiques, jusqu'à sa position précise et prédéterminée. Un seul faux pas, un seul moment d'inattention, aurait pu entraîner une catastrophe, détruisant la machine de plusieurs millions de dollars, avant même qu'elle n'ait lavé un seul mètre de terre, avant qu'elle n'ait produit ne serait-ce qu'une seule paillette d'or. Après des jours de travail éreintant et abrutissant sous les yeux attentifs et anxieux de Parker, la bête était enfin triomphalement prête à rugir. C'est à ce moment-là que Parker, avec une intensité tranquille qui laisse entrevoir la profonde réflexion stratégique qui le sous-tend, a pris une décision qui a révélé à quel point il voulait vraiment sauver, à quel point il était déterminé à sauvegarder cette découverte sans précédent. J'ai vraiment l'impression que nous devrions fermer l'usine et nous concentrer sur le dégel et le décapage. Mais le fait est qu'avec une telle superficie, si nous fermons l'usine, je ne sais pas si nous serons en mesure de tout traiter d'ici la fin de l'année. Mais nous allons nous battre toute la saison. Nous ne mettons pas le pied sur le frein avec le sassage du monde extérieur. Il ne s'agissait pas simplement d'une décision pratique, mais d'un coup de force, d'une manœuvre tactique astucieuse,
destiné à protéger sa découverte inestimable et à permettre à son équipe dévouée de concentrer 100% de son énergie, de ses compétences et de son attention sur la tâche monumentale que représentait l'extraction de l'or à l'abri des regards indiscrets, des distractions indésirables et de la pression constante des regards extérieurs. 2 ans après cette première installation audacieuse, le site qui n'était auparavant qu'une étendue sauvage s'était transformé en un véritable complexe industriel, témoignage de l'ingéniosité humaine et d'un travail acharné. Ils avaient défriché près d'1 kilomètre de terrain creusé dans le permafrost et étaient enfin prêts à libérer leurs puissantes machines pour commencer l'extraction systématique des richesses cachées dans le sol. L'objectif initial fixé avec un optimisme prudent était d'extraire 13,8 onces, un tas de métal apparemment petit, mais même cette modeste quantité valait plus de 23 000 $, un retour significatif pour leurs efforts. Pour moi, le principal moteur de ce projet est d'essayer de trouver le prochain endroit où installer une grande exploitation. Il s'agit de montrer qu'il y a encore d'X2030 ou n'importe quel autre millier d'onces à extraire ici. C'était un début fantastique, une ouverture prometteuse et un signe clair de l'immense potentiel qui se trouvait en dessous. Au fur et à mesure que les quantités de métal augmentèrent régulièrement et sans relâche, les défaillances mécaniques, les pannes incessantes, poussaient l'équipage jusqu'à ses limites physiques et mentales. Les machines autrefois leurs plus grands alliés sont devenus leurs adversaires les plus capricieux. Le succès de cette première pesée moment de triomphe et de validation n'était qu'un amuse-gueule, un aperçu alléchant du festin à venir. L'équipage ayant trouvé son rythme, ses mouvements devenant synchronisés et efficaces, l'or a commencé à s'accumuler à une vitesse étonnante, presque incroyable, transformant l'ordinaire en extraordinaire. Les gens parlent souvent de trouver de l'or, une notion simple, presque romantique, mais ce que faisait l'équipe de Parker se déroulait sur une planète complètement différente, dans une dimension d'extraction entièrement nouvelle. Au cours d'un nettoyage, une procédure de routine qui donne souvent des résultats modestes, 3 casseroles débordaient d'or brut, et au cours d'une journée très active et intensément productive, elles ont pesé 253,8 onces, ce qui est stupéfiant et époustouflant. Avec plus de 820 000 $ en une seule journée, une somme qui défie l'entendement, ils ne se contentaient pas de miner. Ils imprimaient pratiquement de l'argent, transformant la terre brute en richesse liquide à une vitesse stupéfiante. À ce moment crucial de la saison, leur total cumulatif s'élève à 7 381 onces, un chiffre qui cimente leur place dans les annales de l'histoire du Klondike. Parker, toujours connu pour sa loyauté inébranlable à l'égard de son équipe, dévoué à un trait de caractère qui lui était cher, a décidé de la récompenser d'une manière vraiment spectaculaire. Il a offert à chaque membre de son équipe une prime surprise de 122 000 $ en or brut, témoignage tangible et scintillant de leur réussite collective et de sa profonde reconnaissance. C'était plus qu'une simple prime, c'était un témoignage de sa foi profonde dans la réussite d'une équipe, dans le pouvoir de l'effort collectif et de la récompense partagée. C'est un énorme accomplissement, vous savez, et tout le monde y a contribué. Je tiens à vous remercier pour les efforts que vous avez déployés. Mais alors que tout semblait fonctionner parfaitement sans heurte, et avec profit, le désastre, avec son timing cruel et ironique, a frappé à nouveau, rappelant durement le tempérament imprévisible de la nature. Des pierres apparemment inoffensives ont commencé à obstruer la machinerie complexe, menaçant d'interrompre toute l'opération. Un tout nouvel écran à l'intérieur de Big Red, le cœur même de leur puissance de traitement, s'est déchiré, une défaillance catastrophique qui a permis à des roches surdimensionnées de bloquer les travaux, créant des goulets d'étranglement et menaçant de causer des dommages permanents. Les blocages ne les ralentissaient pas, seulement leur faisant perdre un temps et un métrage précieux. Ils risquaient aussi de perdre de l'or, des paillettes et des pépites de grande valeur, étant emportés à chaque fois que la puissante machine s'étouffait et bégayait.
Une fois Big Red enfin réparé, pour de bon son cœur mécanique battant à nouveau la chamade, il était temps de voir ce qu'il pouvait accomplir, de libérer tout son potentiel. Le premier nettoyage après la réparation a donné un résultat respectable de 51,6 onces et d'une valeur de 90 000 $. Un bon début, un soupir de soulagement, mais rien en comparaison de la véritable révélation. Puis vinrent les résultats de leur autre installation de lavage, une machine qu'ils avaient baptisée Slucifer, avec une pointe d'humour noir et de respect pour sa puissance. Cette machine, dans son calme et sa discrétion, a produit 210 onces, un résultat stupéfiant qui a redonné de l'énergie à l'équipe fatiguée. L'équipage s'est rassemblé, les visages marqués par l'impatience, alors que le dernier nettoyage massif de Slucifer était soigneusement pesé. Les chiffres de la balance grimpent chaque chiffre, ajoutant à l'excitation croissante, et s'arrêtent finalement à la valeur étonnante de 360,5 onces. Cela représentait près de 600 000 $ d'or provenant de leur deuxième meilleure machine, une indication claire de l'incroyable richesse du sol qu'ils exploitaient. C'est ce colossal déferlement de richesse qui a finalement conduit Parker à prendre la décision ultime, presque insondable, de fermer définitivement l'accès à sa mine et d'en verrouiller les secrets. Les 14 millions de $ qu'ils ont publiquement retirés cette saison-là, un record qui a fait la une des journaux et stupéfié le monde minier, était de notoriété publique, un triomphe célébré. Le total officiel final s'élève à 77 381 $, ce qui est irréel. Cela nous place dans une excellente position pour les années à venir. Je tiens vraiment à vous remercier tous. Je le pense du fond du cœur, et j'espère que chacun d'entre vous voudra revenir parce que chacun d'entre vous a une place ici l'année prochaine. Mais ce que les caméras n'ont pas vu, ce que le monde extérieur à la vaste étreinte glacée du Klondike n'a pas su, c'est que cet incroyable record de gains n'était qu'un début. Ce n'était que la partie émergée d'un iceberg d'une richesse inimaginable. Des géologues et des géomètres, amenés en secret sous le couvert de la nuit, et au cours de conversations à voix basse, ont confirmé secrètement que Parker n'était pas simplement assis sur une riche coupe, une section de terre remarquablement productive. Non, il était assis sur le filon, un gisement légendaire dont les prospecteurs rêvaient. Il avait trouvé un ancien système de chute d'eau enfouie, une anomalie géologique, avec une concentration d'or si vaste, si incroyablement riche, qu'elle frôlait le mythe défiant toutes les idées reçues. La valeur estimée n'était pas de 14 millions de $, un chiffre qui semblait autrefois astronomique, mais de 80 millions de $, un chiffre stupéfiant, presque incompréhensible. En fermant les portes, il ne s'agissait pas seulement de protéger une saison exceptionnellement bonne, une récolte record. Il s'agissait de protéger une fortune générationnelle, un secret si immense, si puissant, qu'il avait le potentiel de déchirer tout le Klondike, de déclencher une frénésie de ruée vers l'or, comme on n'en avait pas vu depuis plus d'un siècle. Merci d'avoir fait ça. C'est une belle mise en scène. J'aime bien le plan. Parker Schnabel, le jeune franc-tireur, qui avait récolté plus de 14 millions de $, était l'histoire d'un incroyable triomphe, un testament de l'ambition juvénile et de la persévérance inébranlable. Mais dans une émission de télévision à succès comme Gold Rush, la narration soignée présentée à l'écran, le drame soigneusement conçu n'est jamais au grand jamais l'histoire complète. Dans les recoins profonds et obscurs d'Internet, des fans dévoués analysent avec un zèle presque médico-légal chaque image, chaque regard fugace, chaque nuance subtile. Leurs discussions intensives ont donné naissance à des théories farfelues, souvent farfelues, mais parfois d'une plausibilité troublante sur ce qui se passe réellement lorsque les caméras cessent de tourner, lorsque le récit méticuleusement élaboré de la série cède la place à la réalité crue du Klondike. La révélation de la découverte de 80 millions de $, un secret gardé sous clé, n'a fait qu'alimenter ces chuchotements, intensifiant la spéculation jusqu'à la fièvre.
L'une des théories les plus populaires parmi les fans est ce qu'ils appellent dramatiquement l'or du producteur. Le fait d'atteindre l'objectif d'une saison, le crescendo exaltant d'un final réussi, c'est indéniablement de l'or télévisuel, un dispositif narratif qui maintient les téléspectateurs accrochés. La théorie suggère que si une équipe, sans que ce soit de sa faute, se trouve juste un peu en dessous de son objectif pour le final en apothéose, les producteurs omnipotents, toujours soucieux de l'audimat et de la satisfaction des téléspectateurs, pourraient discrètement, presque imperceptiblement l'aider à l'atteindre. L'idée chuchotée d'un air conspirateur est qu'une petite quantité d'or placée stratégiquement pourrait être ajoutée à la pesée finale, un léger embellissement pour créer une fin plus satisfaisante, plus dramatique pour les millions de téléspectateurs avides. C'est une accusation scandaleuse qui remet en question l'authenticité même de l'émission, mais qui amène certains fans à se demander si chaque flocon, chaque pépite scintillante montrée sur la balance provenait vraiment de la terre sacrée de cette saison, ou s'il y avait une assistance subtile et fabriquée en jeu. Une autre théorie omniprésente s'intéresse au monde complexe et souvent opaque des transactions foncières, à l'écheveau complexe des baux et des redevances qui définissent le secteur de l'extraction de l'or. Nous avons un voisin qui m'a contacté il y a quelques semaines et qui voulait vendre sa propriété. J'ai discuté avec lui pour le racheter et je viens de signer un accord aujourd'hui. Sérieusement, oui. Vous avez acheté Gold Run Parker loue la plupart de ses meilleures terres, les plus prometteuses au légendaire titan de l'industrie minière Tony Beets, un homme dont le visage buriné et le rire tonitruant sont aussi emblématiques que le Klondike lui-même. Il verse à Beets un pourcentage prédéterminé de l'or qu'il trouve à titre de redevance, un arrangement commercial standard dans l'industrie. La série présente cette affaire comme un simple accord commercial, une simple transaction entre deux hommes au caractère bien trempé. Cependant, les fans inconditionnels supposent que c'est beaucoup plus compliqué une danse alambiquée d'incitations financières et de manœuvres stratégiques. Ils se demandent s'il existe des primes secrètes et des pénalités cachées des clauses dans les contrats qui ne sont jamais révélées au public. Parker bénéficie-t-il d'une remise lucrative sur les redevances s'il extrait plus d'un certain montant convenu à l'avance, récompensant ainsi sa productivité? Ou à l'inverse, le taux de redevance monte-t-il en flèche, rendant presque impossible tout profit, comme il est parfois subtilement suggéré dans l'émission? Certains pensaient eux-mêmes avec une vision cynique, mais peut-être réaliste que leur rivalité à l'écran, les échanges souvent houleux et les plaisanteries compétitives sont principalement pour le spectacle une performance soigneusement chorégraphiée qui profite à leurs deux puissantes marques, amplifiant leur mystique et leur attrait, tandis qu'ils tirent discrètement, stratégiquement d'immenses profits de leur accord sous-jacent souvent tacite. Parker a fermé les vannes des millions en or, une décision qui en a déconcerté plus d'un. Mais essayait-il vraiment de tenir ses rivaux à l'écart, de protéger son trésor des regards envieux, ou bien cachait-il au monde un secret encore plus grand et plus profond, une vérité si explosive qu'elle pourrait faire voler en éclats la réalité soigneusement construite de son empire? Ces questions, ces possibilités alléchantes, continuent d'alimenter les discussions et les débats sans fin entre les fans, ce qui témoigne de l'attrait durable de l'or et de l'énigme captivante de Parker Schnabel. Likez, abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous, car au Klondike comme dans la vie, la vérité est souvent bien plus étrange et complexe que la fiction.